Donc, bonjour, ici André Fauteux, éditeur du magazine La Maison du 21e siècle. Aujourd'hui, nous sommes très privilégiés d'avoir le professeur émérite Mario Polès, qui a été titulaire de la chaire de recherche du Canada en études urbaines et régionales, et également co-directeur du laboratoire d'analyse spatiale et d'économie régionale de l'INRS Urbanisation, ainsi que professeur adjoint à l'École d'urbanisme de l'Université McGill. Bonjour, M. Polès. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Comment allez-vous? Vous êtes à Montréal, je crois. Oui, Et êtes-vous retraité ou toujours chercheur? ben, les deux. Oui. Je suis retraité, effectivement, mais je continue à chercher. Je ne trouve pas toujours, mais je cherche. Ah oui. Chercheur un jour, chercheur toujours. Ouais. Alors, vous êtes économiste de formation et donc vous Oui, intéressez à tout ce qui est facteurs socio-économiques de l'habitation, si on peut résumer. oui. Je m'intéresse en général à l'économie des villes, les questions d'habitation aussi. Mais j'échangeais avec votre collègue Pierre Fortin de l'UQAM qui me disait que M. Polès était l'expert à qui je devrais parler parce que je lui demande. Expert peut-être pas, mais disons, j'ai un peu pataugé là-dedans. Mais ce que je voulais savoir, c'est que ce qu'on entend, il y a beaucoup de messages contradictoires. Est-ce que les Québécois s'enrichissent? Docteur Fortin, Pierre Fortin me disait que en 2019, hein, l'économie va bien quand même jusqu'à la pandémie, qu'on avait même rattrapé, sinon surpassé les Ontariens. Par contre, on voit que de plus en plus de gens qui ont de la difficulté à trouver des logements sains, salubres, durables, même si les logements sont moins chers au Québec qu'ailleurs. J'aimerais vous lire un extrait du dossier qu'on publie au mois de mars. Malheureusement, le type d'immeuble intergénérationnel est encore plus rare au Québec. Et chez les locataires du Québec, 196 000 ménages, locataires et propriétaires, locataires, consacrent plus de la moitié de leurs revenus pour se loger et 244 000 ont des besoins impérieux de logement au chapitre de la taille, de la qualité et du prix. Et selon l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, qui cite Statistique Canada, avant la pandémie, au total, au Québec, incluant les propriétaires, c'était près de 500 000 ménages qui avaient des besoins impérieux de logement. Et pourtant, au Québec, même si on a 10 000 projets de logement prêts à construire, le programme Accès Logis n'en a créé aucun depuis l'arrivée du gouvernement Legault. Donc, on touche à plusieurs choses ici. Est-ce que vous aimeriez commenter d'abord sur cette question-là de l'accessibilité au logement? OK. D'abord, c'est sûr, il y aurait toujours des problèmes. Il y aura toujours une partie de la population qui aura la difficulté, disons, à trouver un logement convenable. Le marché ne serait jamais parfait. C'est Ceci ça. étant dit, commençons par se consoler en se comparant, comme on dit. Ouais. C'est que peu importe l'indice qu'on prend, je comprends que ce n'est pas forcément une consolation pour le ménage actuellement qui cherche un logement, mais peu importe l'indice qu'on adopte, okay, pour Montréal, Québec, c'est la même chose, notre situation est assez favorable quand on se compare simplement, pas simplement à des villes canadiennes comme Toronto ou Vancouver, mais aussi à peu près n'importe quelle ville américaine de taille comparable. Au niveau de l'abordage. Disons, le nombre de ménages qui consacrent plus que 30% de son revenu au logement est plus, je n'ai pas le chiffre en tête, mais toujours plus faible chez nous. Donc, je ne dis pas que ça va bien, mais ça va moins mal que Ouais. toujours chez nous. Okay. Comment expliquer que Donc, le non, mais logement, pourquoi est-ce que c'est plus abordable au Québec? ben, parce que nous, au Québec, je ne sais pas si on l'a fait consciemment, et c'est très important de le comprendre. Okay? Je ne sais pas si on l'a fait consciemment, si nos planificateurs urbanistes savaient qu'est-ce qu'ils faisaient il y a 20, 30, 40 ans.
Mais à la différence quasiment du reste du continent nord-américain, là, une autre façon pour le Québec d'être différent, nous, on n'a pas une tradition de mettre ce qu'on appelle des charges de développement sur des promoteurs. C'est quoi les charges en de anglais, développement? En anglais, ils appellent ça development charges, qui sont très élevés, par exemple, à Toronto, et qui sont la règle de presque partout aux États-Unis. Pour les infrastructures? Pour les infrastructures. Et par exemple, si vous allez à Toronto, vous voulez construire un bloc appartement, vous devez négocier avec la ville ce que vous allez payer comme development charges pour les services d'incendie, les trottoirs, l'allumage, les parcs, même les écoles, et tout ça rentre dans ce qu'on appelle le development charges. Donc, dans le prix des... Et nous, notre philosophie, qu'elle soit explicite ou implicite, on a socialisé ces charges. Je veux dire que c'est toute la collectivité qui les partage, se passe à travers nos impôts fonciers et nos autres impôts, plutôt de les imposer directement à cette population-là, parce qu'au fond, le coût est passé à l'acheteur ou au locataire du logement. Il y a deux conséquences à cela. Deux conséquences. Donc, la première, la plus facile à comprendre, c'est que ça coûte moins cher construire chez nous, donc les logements sont moins chers. Mais il y a une conséquence encore plus heureuse, ce que ça fait que c'est beaucoup plus facile d'entrer sur le marché pour un constructeur ou un entrepreneur. Okay? Les règlements chez nous, donc y compris cette négociation pour les charges de développement, c'est beaucoup plus facile chez nous. Donc, on a un marché jusqu'à encore aujourd'hui, je parle surtout pour Montréal, où il y a beaucoup de petits contracteurs, entrepreneurs, promoteurs. C'est typique. À la différence de Toronto, où longtemps le marché est presque un oligopole. Parce que finalement, pour construire, il faut des poches très profondes. Et pour pouvoir négocier avec la ville, ça prend tout un flopé d'avocats, d'experts, d'architectes pour négocier avec le service d'urbanisme de la ville de Toronto. Jusqu'à encore récemment, encore aujourd'hui, chez nous, ça a été beaucoup plus facile. Donc, c'est beaucoup plus facile de rentrer sur le marché. Ce marché plus concurrentiel a fait que, donc, les prix, là, on parle des prix les logements du marché, le logement social, il faut bien distinguer. Les maisons aussi? Donc, disons, parce que le logement construit par le marché, ou par le marché privé, ça représente, et ça représentera probablement toujours, la vaste majorité, autour de 90% du stock de logement. Donc, c'est vraiment ça qui détermine une bonne partie le prix des logements et pourquoi au Québec, notamment à Montréal, nos prix moyens sont par comparaison plus bas que à Toronto ou disons à Buffalo, peu importe la ville américaine que vous voulez bien choisir. Donc, vous dites 90%. Ça, c'est la raison principale. D'accord. Donc, vous dites 90% du stock d'appartements est privé et 10% est logement social? L'appartement en général, le marché en général, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais peut-être c'est peut-être la même chose pour les appartements. Mais disons, le gros du marché, nous sommes quand même en Amérique du Nord, le gros du marché est quand même privé. Il le restera jusqu'à nouvel ordre. Et ces questions de charges pour les promoteurs, donc ça s'applique à la construction de maisons également, ce qui maintient aussi les prix à la baisse? Oui, c'est toute construction, oui. Oui, OK. Et quand même, 500 000 ménages, c'est pas rien. Est-ce que ça augmente ou ça diminue?
le nombre de gens qui ont des besoins impérieux de logement au Québec? Je ne sais pas. Mais là, pour le moment, on n'avait pas parlé du marché. Parce que lorsque vous parlez des ménages en difficulté, des Ouais. ménages donc, qui ont des revenus plus bas, on tombe dans une autre problématique. Il ne faut pas mêler les tomates et les oranges. Okay? Vous voulez dire? C'est qu'il y a le marché privé, okay, où on peut parler des règlements et tout ça, que ce soit des charges de développement et d'autres critères, et le logement social. Oui. Okay? C'est pas bien compliqué. Construire une maison ou un bloc appartement, il faut que quelqu'un le construise. Okay? Mais il n'y a seulement deux options. Ou bien c'est un promoteur privé, okay? Ou ça peut être toujours quelqu'un de privé, ou c'est un logement financé par l'État. Okay? Ce n'est pas l'État qui va construire directement, ce n'est pas un ministère, mais où le logement est financé par des fonds publics. Comme Il n'y a accès que deux, il y a que deux façons. Et chez nous, grosso modo, une dizaine de pourcents du marché, c'est le logement social. Ouais. Okay? Et et c'est bien, il faut du logement social parce que peu importe votre marché, il ne serait jamais parfait. Okay? C'est pour ça qu'on a aussi l'aide sociale, l'assurance chômage et tout ça. Là. Ouais. C'est que dans tout pays civilisé, okay, on a aussi, nous l'avons, le logement social. Okay? Donc, c'est des logements qui sont construits pour des gens et toute une série de critères pour y accéder, qui ont des revenus plus faibles. Et le bobo au Québec, jusqu'à encore très, très récemment, puis jusqu'on peut dire jusqu'à la pandémie, parce que avec la pandémie, à peu près tout s'arrête là, mais c'est que le logement social, a vraiment chuté, bloqué. Okay? Parce que depuis, je n'ai pas les chiffres devant moi encore une fois, mais depuis à peu près au moins 5-6 ans, là, il y a eu très peu de construction de logements sociaux. Et ce marché, vraiment, là, tous ceux qui protestent ont raison. Il y a un déficit épouvantable. Et la principale raison, comme on l'aime bien au Canada, c'est une chicane entre Québec et Ottawa. Okay? Ah oui, c'est qu'Ottawa, ils avaient la politique nationale du logement, avec des milliards et des milliards de données. Et bien, ça a bloqué aussi sur les libéraux et des caquistes. Donc, ce n'est pas une question purement partisane. Et finalement, juste, si je me rappelle bien, quelques jours carrément avant l'arrivée de la pandémie, c'est assez récent, finalement, Québec et Ottawa se sont entendus pour débloquer ces fonds-là. Donc, en principe, le marché, disons, la construction de logements sociaux devrait reprendre dans les proches, si ce n'est pas déjà le cas, je n'ai pas vu les chiffres les plus récents, mais il y a vraiment un déficit en termes de logement social qui se voit très clairement dans les chiffres. Vous allez sur le site de l'Observatoire du Grand Montréal, vous allez sur Google, vous mettez Observatoire du Grand Montréal. Je ne me rappelle pas quel bulletin de quelle année. Okay? C'est assez récent. J'ai trouvé des données très précises sur la construction de logements par type de logement. Et ça se voit très clairement sur les graphiques que le marché privé, disons que la construction d'appartements à louer a continué à grimper, mais que le logement social s'est carrément écroulé. Donc, voilà. Donc, dans tout ça, il faut faire très attention de quoi on parle. Oui, il faut distinguer. Je peux justement dire, on terminait notre dossier en disant que c'est le 6 octobre qu'il y a eu une entente de 3,7 milliards de dollars qui est investie conjointement par le fédéral et Québec sur 10 ans. Et là-dedans, il y a 272 millions pour les projets prioritaires. J'imagine c'est un peu ça les chicanes. Hein? Les provinces ne veulent pas se faire imposer par Ottawa ce qui va être... Le Québec, comme si Québec, pour raison, est toujours jaloux de son autonomie vis-à-vis du fédéral. Et en principe, tout ce qui est municipal, logement, relève des provinces, donc du Québec.
Donc, évidemment, le Québec ne veut pas se faire imposer une façon de faire. Donc, moi, je n'étais pas au courant exactement où ça a accroché, Ouais. mais ça a accroché pendant longtemps. Et c'est les pauvres de chez nous qui ont payé le prix. Oui, malheureusement. Les chiffres sont intéressants parce qu'il y a 3 volets, 272 millions pour les projets prioritaires comme l'accessibilité, les réparations, les constructions de logements abordables, 1,12 milliard pour l'initiative canadienne de logement communautaire pour préserver et régénérer les logements sociaux déjà construits. Uniquement, ça, c'est un chiffre pour le Québec ou pour tout le Canada? C'était pas moi, ça c'est pour le Québec. 3,7 milliards sur 10 ans. Donc, 272 millions pour les projets prioritaires de Québec, 1,12 milliard où le fédéral préserve et régénère les logements sociaux jusqu'au 31 mars 2028 et 454 millions pour l'allocation canadienne pour le logement, aide directe à la personne qui permettra de bonifier le programme allocation logement de la SHQ. Donc, on sent que ça va bouger, si bien que l'organisme Écohabitation n'a plus le temps de conseiller les particuliers et les constructeurs. Il se consacre totalement aux projets de logements sociaux. Mais l'autre élément qui a changé, Mhm. qui vraiment avait bloqué avant, et ça aussi s'est débloqué récemment, ça c'est plutôt Québec, c'est que les critères de financement pour les OSLB, Au BLN. je suis toujours mêlé dans le sigle. Oui, c'est un peu lucratif Sont les sociétés qui sont en général les sociétés qui construisent les logements sociaux. Ouais. Il y en a plusieurs. Il y a des critères de financement pour obtenir tant et tant disons, pour la brique, pour le bois, je ne sais pas. Ouais. Et que ces critères n'ont quasiment pas changé depuis une dizaine d'années. Et finalement, ce qu'ils pouvaient obtenir de Québec était vraiment bien en deçà du coût réel. Les budgets alloués. Obtenir Y pour la main-d'œuvre, etc. Pour ça, je sais que encore là, très récemment, Québec a finalement modernisé ces critères. Ça aussi, excuse, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, en effet. Donc, on verra. Il faut construire au prix actuel, effectivement, parce que c'est ça. Moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, il y a des projets formidables comme Cohabitat Québec, mais c'est des projets qui prennent 10 ans à réaliser. Et je me demande pourquoi est-ce que c'est si long? Il y a des listes d'attente énormes, mais pourquoi est-ce que ça prend 10 ans à prouver que Québec donne le feu vert pour ces projets-là? Avez-vous une idée? Je ne sais pas. Non, hein? OK. Comme je dis, c'est relativement récemment que je travaille sur les questions d'habitation. Donc, je ne me considère pas un expert. D'accord. Mais si ça prend si longtemps, ça veut dire effectivement les critères doivent être assez complexes, Ouais. pour le dire ainsi. Mais je pense que c'est aussi parce qu'ils ont tellement peu construit, justement. Je vais appeler la SHQ, évidemment, leur demander combien d'unités ils comptent construire. Une des questions qui me préoccupe beaucoup, c'est les jeunes et les personnes âgées. Les personnes âgées dont les revenus diminuent, les jeunes qui sont aux études, par exemple. Et il y a un organisme vraiment intéressant, utile, c'est l'unité de solidarité pour... il proposait de créer des coopératives de solidarité pour jumeler les étudiants avec des aînés. Est-ce que vous trouvez que c'est un projet intéressant de faire ça, de jumeler les jeunes avec les personnes âgées dans des coops? Voulez-vous me répéter ça exactement? Là? Des coopératives. Je comprends exactement ce qu'ils veulent faire. Il proposait de créer des coopératives de solidarité où des étudiants seraient jumelés avec des personnes âgées. Donc, parce que les deux vivent de l'insécurité financière, beaucoup d'isolement. Les personnes aînées ont besoin d'avoir une certaine sécurité physique, quelqu'un qui veille sur eux et qui ont leur bien à cœur, et les jeunes qui peuvent apprendre des personnes âgées. Je trouvais que c'était un projet intéressant. Est-ce qu'il y a eu des exemples de ça? A priori, je dirais ça a l'air d'une bonne idée, mais je pense que ça dépend des gens. C'est-à-dire, ça dépend des jeunes et des vieux. Moi, je suis un vieux. Moi, j'aimerais bien mieux aussi si on me posait la question. Heureusement, j'ai une maison chez moi. Là. Je ne suis pas dans une résidence, heureusement, surtout ces temps-ci.
Mais si on me disait que je devais aller dans une résidence, j'aimerais aussi vivre avec quelques jeunes aussi. Sans voir des vieux, là, comme moi, les vieux gagas, là, c'est pas bien drôle. Or, non, mais je pense que ça dépend des gens. On ne peut pas forcer Non, c'est pas pour tout des le monde. jeunes de vivre avec des vieux ou des vieux de vivre avec des jeunes. Il y a bien des vieux qui ne veulent pas voir des jeunes parce que les jeunes, ils vont faire des parties, ils vont faire C'est toutes clair. sortes d'affaires. Puis les jeunes vont dire, ben, les vieux, vous savez qu'ils sont conservateurs. Si on fume du pot, ils vont tous s'énerver. Donc, ça dépend aussi des mentalités de la société où vous êtes. S'il y a, comme diraient les économistes, s'il y a un marché pour ça, si vraiment il y a des gens, des jeunes et des vieux qui le veulent, allons-y. Allons-y. Oui, tout à fait. Pourquoi on serait contre? Oui, on n'est pas contre la vertu, mais ça prend des jeunes qui sont bienveillants, évidemment, et des personnes âgées qui Ben, veulent des jeunes dans leur ben, entourage. je pense que ça prend des promoteurs, qui soient publics ou privés, Mm. de mettre ça sur le marché, okay, de l'offrir et voir si effectivement, pas seulement s'il y a une demande, mais si après ça marche bien, il y aura un effet, encore dans le vocabulaire des économistes, un effet de démonstration. Si on voit que ça va bien, c'est un succès, ben, il y en a d'autres qui le feront. Mais a priori, comme je dis, moi, si vous me donniez le choix, je devais aller dans une résidence. J'aimerais mieux aller dans une résidence où il y a des personnes d'âge varié. C'est-à-dire, Oui, pas un gâteau de vieux. rien de pire que d'être pris avec uniquement une groupe. Ça va aussi sur le plan, on pourrait dire même linguistique ou culturel. Un peu de Ouais. diversité, c'est jamais mauvais. Oui, oui, justement. Et les jeunes ont besoin de modèles, d'apprendre des lieux, tout ça. Une des tendances qu'on voit, hein, c'est qu'il y a beaucoup de bungalows en banlieue qui se vident quand les personnes âgées décèdent ou tombent malades. Avi Friedman m'a écrit un article également sur les diverses formes d'habitation intergénérationnelle. Et puis, il y a les fameux granny flats ou les unités accessoires. La construction de maisons ou d'agrandissements, donc des maisons qui sont jumelées, des appartements jumelés aux maisons ou dans la cour arrière. Ça, est-ce qu'il y a beaucoup de résistance des villes de permettre ça, la densification des cours? Je n'ai vraiment pas d'expérience. OK. Je ne pense pas que ça se fait beaucoup chez nous, d'ailleurs. Non, c'est ça. C'est Non, quelque chose qui dans les commence. pays, dans les pays, je n'aime pas l'expression tiers-monde, là, mais dans les pays du Sud, là, je suis sûr que, par exemple, au Mexique, ça doit être très courant. Mm. Mais c'est vraiment pas dans nos traditions que je sache. Bien, il y en a quand même. Il y a, justement, sur le site écohabitation.com, il y a un gros dossier sur les unités accessoires dans les cours. Mais c'est ça, c'est embryonnaire. Avi Friedman a parlé d'une maison en Allemagne, par exemple, où ils ont agrandi par l'arrière. Et il y a la grand-mère dans un logement et l'arrière-grand-mère dans le second logement. Ah, Donc, il y a pourquoi 3 pas? générations. Oui. Alors, ça, Euh, je trouve intéressant. mais comme je dis, ça revient un peu à la même question que pour vos résidences mixtes. Si c'est ça que les gens veulent faire, s'il y a vraiment un désir de faire ça, si ça fait partie de nos valeurs, je ne vois pas d'empêchement comme tel. Moi, je suis dans une grande maison. À un moment donné, on était intergénérationnel. Nous, on avait pris le sous-sol. Oui. Ma fille et son mari et leurs enfants ont pris les 2 étages en haut. Okay. Et pendant 3-4 ans, on était toute la gang ensemble. À un moment donné, mais on a décidé qu'eux, s'ils avaient assez de fonds, ils allaient acheter leur propre maison. Ils ne sont pas loin de chez nous. Mais si effectivement il y a une désir de le faire, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait. Oui, quand il y a une bonne entente. Mais c'est facile dans un duplex, mais agrandir les maisons, créer des nouveaux logements, c'est pas favorisé nécessairement par toutes les villes. Je sais que les villes veulent un seul compte de taxes et une seule adresse. C'est mais ça fait actuellement dans certains milieux une certaine polémique. Là. Et même, il y a, disons, des milieux dits, entre guillemets, de gauche, là, qui ne voient pas d'un très bon œil
disons, quand on veut amalgamer ou fusionner, par exemple, des logements dans des duplex. Parce que précisément, souvent, le locataire va prendre exactement, le locataire, je m'excuse, le propriétaire va prendre exactement ce en prétexte, on peut dire, pour obliger des gens de partir. Oui, on parle de gentrification. Parce qu'il dit qu'il veut effectivement, il veut mettre sa grand-mère ou ses tantes dans le logement. Donc, il y a une certaine résistance aussi à cette formule. Ouais. Et comment éviter des abus. Voilà, parce que ça réduit le Donc, c'est pas, comme on dit toujours, le diable se cache dans les détails. Ouais. Tous ces principes sont très jolis, c'est beau. Okay? Mais l'application sur le terrain, ça devient toujours plus compliqué. Oui. Et c'est un grand défi, la densification pour les villes, pour la lutte au changement climatique. Est-ce qu'il y a des villes modèles dans ce domaine-là? Modèle, veut dire, on cite toujours Singapour, par exemple. Mais c'est sûr que nous, en Amérique du Nord, il faut toujours se comparer. Okay? Si, par exemple, on compare Montréal à des villes européennes et encore plus à des villes est-asiatiques, nous sommes incroyablement gaspilleurs. Okay? C'est pas dense. Mais si on se compare au reste de l'Amérique du Nord, on est un modèle. Oui, on n'est pas dans les mondes. Donc, tout dépend. On ne peut pas changer où nous sommes. Nous sommes en Amérique du Nord. Nous sommes des Nord-Américains dans notre façon de fonctionner. Or, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on fait des comparaisons avec l'Allemagne ou le Japon. C'est la même chose. Vous êtes à Saint-Adèle, vous le savez, vous sortez de la maison, vous avez de la place, on en a. Si vous êtes aux Pays-Bas, okay, ben vous sortez de la maison et vous voyez que nous, on n'a pas de place. Non. Oui, ben c'est pour ça qu'ils sont plus écologiques que nous, justement. Ils ont déjà la densité d'occupation depuis très longtemps. Moi, je dis toujours que les Français sont 20 ans en avance sur nous, mais 20 ans derrière les Allemands ou les Suédois. C'est sûr. Mais juste le Québec et l'Ontario, si on compare, je regardais les chiffres Nouveau Climat, les maisons certifiées Nouveau Climat par le gouvernement du Québec, donc économisent 20 sur le chauffage. C'est environ 2 des maisons neuves. En Ontario, c'est les maisons Energy Star, similaires, 23 du marché. Donc, essayez de comprendre pourquoi j'ai de la difficulté. Est-ce que c'est parce que l'électricité ne coûte pas cher, le chauffage peut-être, là? C'est quoi la différence? Nous, voulez-vous répéter vos chiffres, là? Des maisons neuves au Québec versus l'Ontario. Oui. Nouveau Climat, la certification Nouveau Climat, haute efficacité énergétique, c'est 2 des 40 000 logements, environ 2 000 logements sur 40 000. Et en Ontario, c'est 23 du marché de la maison neuve, les maisons certifiées Energy Star. Donc, vous avez raison. Je vais vous donner effectivement une réponse d'économiste. C'est que au Québec, l'électricité, en termes relatifs, coûte rien. Okay? Nous avons à peu près l'électricité, si je ne me trompe pas, le moins cher sur le continent. Ça coûte 3 à 4 fois moins cher qu'à New York et à peu près 2 fois moins cher qu'en Ontario. Okay? Donc, évidemment, c'est ce que l'économiste va vous dire, c'est que si vous montez les prix, bien, on l'utilise moins. Si quelque chose est gratuit, vous l'utilisez plus. Okay? Donc, ça se comprend. Nous, on gaspille parce qu'on est chanceux. On a de l'électricité, on a de l'eau qui nous sort par les oreilles. On a de l'électricité. Voilà. Évidemment, chaque fois que Hydro-Québec veut monter le prix, les gens crient, mais c'est parce que... Mais d'autre part, c'est parce qu'ils ont, je crois, qu'ils n'ont jamais eu autant de clients qui ont de la difficulté à payer leurs factures. C'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'on s'appauvrit tant que ça au Québec? Non. Ça m'étonne ce que vous dites. Oui, les gens qui sont en retard. Non, parce qu'on ne s'appauvrit pas au Québec, au contraire. Les données, comme Pierre Fortin vous l'a dit, oui, les dernières années, ça va les mieux. données depuis une dizaine d'années sont au fond quasiment trop bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres, évidemment, il y a des pauvres chez nous. Mais au contraire, l'économie québécoise, jusqu'à la pandémie, là,
se portait même très, très bien. La plus vigoureuse au Québec. L'économie montréalaise aussi. Donc, en gros, c'est pas vrai qu'on est en train de s'appauvrir, non. Par contre, avez-vous vu les données sur l'endettement? Parce que l'APCHQ disait que c'est 4000 ménages qui n'ont plus accès à la propriété depuis l'été dernier, quand la SCHL a resserré les facteurs, le ratio de crédit-endettement. Je n'ai pas suivi ça. Moi, je peux vous l'envoyer. Je peux vous envoyer la Banque nationale du Canada. La Banque nationale, tous les quelques mois, là, sortent ce qu'ils appellent un indice d'abordabilité. Oui, ça m'intéresse. Et le dernier rapport que j'ai reçu, ça date depuis à peu près un mois, montre que, au contraire, l'abordabilité s'est améliorée depuis un petit moment, depuis quelques mois. OK. C'est ça, il y a toutes sortes de chiffres qui vont dans tous les sens. Oui, je sais. Mais des matériaux une des raisons pour lesquelles la construction, malgré la pandémie, continue à s'envoler, et les ventes aussi, c'est que les prêts, disons, les taux d'intérêt sont à terre, c'est ça. Sont à terre, donc ça ne prend pas un cours, disons, un doctorat en sciences économiques pour comprendre qu'effectivement, l'indice d'abordabilité, si vous voulez, il gagne. Donc, évidemment, c'est sûr. Non, mais tout ça, non. Disons, tout ça ne fait pas qu'il n'y a pas de problème de pauvres. Il y a toujours des problèmes de pauvres, c'est sûr. Mais aussi le taux d'endettement du Québec, je ne me souviens pas, il faudra que je retrouve par rapport aux autres provinces, parce que ça semblait inquiéter la SCHL. On s'en sort un peu mieux. Un peu mieux, oui. OK. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de vivre au Québec. C'est à cause du logement. Okay. Mais disons mais l'inverse, la médaille, c'est que donc on est moins riche. On est plus taxé aussi. On est plus taxé, mais si on est plus taxé, ça veut dire aussi, c'est très net, on est plus égalitaire. Nous avons une distribution de revenus telle que mesurée, par exemple, par l'indice Gini. Nous avons une distribution plus égalitaire que n'importe quelle autre juridiction en Amérique du Nord. GE, ça veut dire, c'est pas General Electric? Non, GINI, c'est le petit indice qu'utilisent tous les spécialistes pour voir à quelle mesure est-ce que le revenu est très concentré chez une minorité. Ah ouais. Je peux vous envoyer les données. Okay. Statistique Canada, on voit que le Québec, l'indice de concentration du revenu est beaucoup plus bas au Québec que dans le reste du Canada. Donc, c'est plus reparti, parce qu'il y a moins de très réparti. Riches. Moins de très riches, OK. Et évidemment, nettement plus égalitaire qu'aux États-Unis. Mais quand vous dites qu'on est moins riche, c'est parce que nos propriétés valent moins ou il y a d'autres raisons? C'est ça. Okay. C'est aussi simple que ça. Disons, on ne peut pas avoir les deux. Alors, on va dire, on veut que nos maisons soient moins chères, puis à la fois, elles vont être plus riches. Décidez-vous, là. Oui, effectivement. J'aime autant ce qu'on a. J'aime autant une société plus égalitaire que, par exemple, une situation où les maisons valent une fortune, mais où il y a des fortes inégalités. Beaucoup plus d'exclus, oui. Et dites-moi, sur quoi travaillez-vous ces jours-ci? Sur quoi? Avec Pierre, on a fait un certain nombre de trucs sur la langue. On travaille sur les questions de linguistique. J'ai terminé un bouquin un peu sur toute l'évolution du Québec depuis la Révolution tranquille. Au niveau urbain? Non, en général. Toute la transformation de la société québécoise, on va dire depuis une soixantaine d'années, quand je suis arrivé au Québec. Là, parce que le Québec d'aujourd'hui est un Québec très différent du Québec que j'ai connu quand je suis arrivé dans les années 60. Donc, j'ai fait un bouquin qui va sortir à l'automne chez Boréal. Ça va être intéressant. Mon dernier projet. Là.
Puis, oui, je fais plusieurs trucs sur l'économie des villes. Ben, au Québec, effectivement, ça a bougé. Moi, je suis né en 62. Mon oncle était Claude Castonguay. Donc, il me disait, c'est pas seulement l'assurance maladie, l'assurance médicaments, mais c'est quoi la Régie des rentes sur laquelle il a travaillé, plusieurs autres programmes. C'est un des grands-pères de toute cette transformation-là. Mhm. Et c'est une énorme transformation aussi. Et pour l'avenir, êtes-vous optimiste pour le Montréal et le Québec? Oui, il n'y a pas raison d'être pessimiste. Le principal défi reste le vieillissement, la démographie. Mais là, la bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas les seuls et même pas les premiers. Donc, on peut un peu voir comment les autres ont abordé ce défi-là. Il y a des pays comme le Japon ou l'Espagne qui sont beaucoup plus avancés sur le vieillissement. Ouais. Et il y a des façons de gérer cela. Et nous, par exemple, à la différence du Japon, nous ne sommes pas un pays qui est fermé à l'immigration, ce qui adoucit déjà le choc, quoi qu'il ne le règle pas. Donc, je dis que ça, c'est vraiment le défi. L'autre défi qui va de pair avec ça, c'est précisément c'est l'intégration des immigrants. Pas uniquement la question linguistique, mais en général. Et là-dessus, on peut être assez optimiste au Québec. Vous regardez la télévision, le nombre maintenant de Québécois qui parlent pur québécois, avec l'accent québécois, puis qui ont Dieu ne sait pas quelle couleur de peau, des yeux de toutes les directions, qui clairement sont pas, qui ont clairement pas des origines françaises. Très bien, je trouve que c'est excellent. Si le Québec, pour survivre comme société distincte en Amérique du Nord, c'est ça qu'il faut. Il faut intégrer des immigrants qui seront les futurs Québécois.